Pujol Paez. Et elle sera donc en espagnol mais traduite en français par Antonella Francini. Donc ça va commencer par un temps d'échange et ensuite si vous avez des questions n'hésitez pas, on pourra passer le micro et on pourra terminer par un temps de dédicace avec Gabriela. Merci beaucoup et bonne rencontre. Hola, bueno, gracias por venir, estamos contentes de organizar este evento. Mi nombre es Ulises, me presentaron, coordino el taller de lectura crítica, que de alguna manera es lo que da lugar a este encuentro, al mismo tiempo por una cantidad de azares y coincidencias y buenas ondas de bastantes personas. En primer lugar agradezco a las chicas de Violet & Company, a nuestra Lenguaraz aquí, a Antonella, bueno, y a la invitada, Gaby, los agradecimientos vienen en un ratito. Un poco el contexto es, nosotros estamos craneando, estamos inventando un taller sobre la literatura y lo animal, así que quienes estén interesados pueden acercarse al final del encuentro, están abiertas las inscripciones. Y como no nos gusta andarnos con chiquitas, como encuentro introductorio previo a una gran huelga general mañana, vamos a salir a pelear contra el gobierno de Macron, inclusive un día antes de marchas, manifestaciones y paros también en Argentina contra el gobierno de Milei. Nos damos el lujo de un momento de tranquilidad, de calma, de reflexión, con una escritora que nos encanta, que es Gaby, y que viene de una gira maratónica, con lo cual también este encuentro va a tener su medida, va a ser comprimido, digamos. Por eso de alguna manera también tal vez me evite el raconto de su biografía, de sus logros, de sus reconocimientos literarios, que no son pocos, pero sí decir que es autora de las novelas La Virgen Cabeza, Romance de la Rubia Negra, Las Aventuras de la China Iron y Las Niñas de Naranjel. Estas dos últimas novelas reconocidas internacionalmente. Las Niñas de Naranjel recién traducida al francés, ahí la tienen, para quienes estén interesados. Y también decir que Gaby es maestra, no maestra de escuela, maestra de escritura y también es luchadora, combativa, como si todo eso fuera poco. Así que, ¿sigo hablando? Está bien. Bonsoir à tous, merci de venir. Je vous donne un petit peu le contexte de cette rencontre. Ulises, je suis organisateur et coordinateur d'un atelier de littérature critique. Et par les hasards, les coïncidences, les rencontres de la vie, tout d'abord avec Violette, Salco, avec moi-même, Antonella, avec Gabriela, on a pu organiser ça un peu au pied levé. En fait, on crée l'atelier, on lance un atelier sur la littérature et l'animal, le fait animal au sens large. Et s'il y a des personnes intéressées, les inscriptions sont ouvertes. Et comme nous, on ne fait pas les choses à moitié, en guise d'introduction, d'abord de before à la grève de demain, pendant laquelle on va sortir manifester, on se donne le luxe d'un moment de tranquillité avec une écrivaine pas des moindres qui revient d'une tournée marathonique à travers la France. Et pour cette raison, la rencontre, elle sera limitée dans le temps. Et donc on va se passer de vous donner sa biographie, de vous lister ses réussites, les reconnaissances qu'elle a reçues à travers le monde. On peut juste vous dire qu'elle a écrit 4 romans qui sont déjà traduits au français. Je vais en oublier certains, mais il y a La Virgen Cabeza, La Vierge de tête, Les Aventures de la China Iron et Las Niñas del Naranjel, qui vient d'être traduit en français, qui s'appelle Les Griffes de la forêt. Et vous pouvez acheter les livres à la fin de la rencontre pour chez Violette. Et pour vous dire aussi que Gabriela est, en plus d'écrivaine, enseignante d'écriture. Me olvidé decir que otro elemento también que va a ser
que va a generar un encuentro comprimido es que nos espera la concentración que en este momento está haciendo en Republic por Palestina, así que nada, también invitamos a cuando termine el evento podemos ir todos para allá. Pero es necesario empezar por el comienzo, y lo primero que quería decir en relación a eso es que cuando pensamos este encuentro, lo primero que surgió ya en la traducción al francés del título del encuentro, un primer traspié, porque ustedes saben que en francés el pronombre lo neutro hoy no existe. Entonces uno puede decir distintos trabalenguas en francés o ir directamente a la traducción más halagana, más mecánica, más traductor, precisa, más homófona también, eso sí, ahí sí, está bien, que sería la literature y el animal, que sería la literatura y el animal, es decir, otra cosa, ¿no? Parece una tontería, pero no lo es, sobre todo para un taller que quiere pensar la relación entre la literatura y lo animal, no el animal, ¿no? Y esto porque no es muy auspicioso como punto de partida arrancar con la etiqueta, así, el animal a secas, en singular, en mayúscula peor, con la que se intenta meter en una bolsa a una cantidad de innumerable de heterogeneidades, de relaciones, de una infinidad de cantidad de seres, ¿no? Y que cuando uno dice además el animal, así, sin problematizar nada, uno también está tomando una posición, está tomando una posición en el sentido de una negación de lo animal, ¿no? Una negación de la mirada del animal hacia nosotros, en tanto capacidad de lo animal por interpelarnos, por decirnos qué te pasa, ¿no? Por supuesto, acá estoy de una manera medio salvaje, valga la expresión, sintetizando un poco algo de lo que dice Derrida en ese texto hermoso que tiene de él en bola, desnudo, frente a su gato, y que él ahí va a estar en contra de que esto de englobar a una cantidad de seres vivos en un mote determinado, como también en contra de lo contrario, o sea, no reconocer una diferencia es una boludez para él, o sea, es el filósofo de la diferencia, ¿no? Entonces va a decir, la discusión acá es qué tipo de límite hay ahí. Entonces va a decir, límite no es límite ni en pedo, limitrofía va a decir, en el sentido de un conjunto de límites, algo que multiplica los límites, algo que los angosta y los exacerba al mismo tiempo, que los agrava, que los complica, que los abisma, en una palabra. Hay una ruptura abismal muy fuerte, no nos podemos hacer los giles en esa diferencia. Es muy extensible y es una boludez discutirlo, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que va a estar problematizando, esa línea que separa a nosotros los hombres, no nosotros, y los animales allá, ¿no? Es un poco animal sería un poco la manera de, con una etiqueta, esos que se dicen hombres, encuentran una manera de englobar y encerrar a todo lo que no consideran propio y darse así también el poder de la palabra, negándole esa facultad de responder, de interpelar a eso bien profundamente otro, que es lo animal. Así que de acá pudiéramos seguir, si de verdad nos estuviese mirando, diríamos, bueno, hay algo que se plantea que es el animote, pero nos vamos a quedar acá simplemente para concentrarnos en que es una felicidad y es una alegría que Gaby está acá. Porque Gaby es una escritora profundamente vinculada al animal, en tanto que ella sí acepta la mirada de un animal hacia ella, ¿no? Ella instala su escritura en una limitrofía personal, ¿no?
Y además es una escritura que tiene mucho que ver con lo animal, una escritura animal. No una escritura que va hacia el corcoveo, que va hacia la cabriola, al coletazo, al juego, antieconómica, improductiva, una escritura que no se guarda nada, que no calcula, acá en un momento reviento pero vengo todo el tiempo. Eso imposible ahí, es una escritura que está ahí, que es en todo momento, ¿no? Y eso nos encanta, y además es una escritura que tiene muchos animales, y los animales están de avanzada desde hace un tiempo, me parece, ¿no? Han entrado a su sala de operaciones, a su zona de combustión, y eso es súper claro. Si querés, acá un parate así. Une autre raison pour laquelle on ne va pas s'attarder non plus trop, c'est parce que ce soir il y a une manifestation pour la Palestine à la République, donc si vous voulez on pourra y aller ensemble après. Et on va commencer par le début. En fait, déjà quand on pense cette rencontre sur l'animal, on pense à la traduction en français de ce qu'en espagnol, on peut dire grâce à un déterminant neutre, lo, qu'il n'y a pas en français, et qu'on va traduire soit par des traductions alambiquées, soit en disant la facilité, l'animal, c'est ce qui est homophonique, c'est ce qui est le plus facile, mais ça a l'air bête de disserter là-dessus, mais en fait ça l'est pas, parce que si on commence en disant l'animal en tant qu'animal, pas comme concept général, on essaye de glisser tout un tas de choses dans cet animal, tout un tas d'hétérogénéité, de relations différentes dans ce concept, et on prend position en le faisant. C'est une façon de nier l'animal et le regard que lui porte sur nous, sa capacité à nous interpeller, à nous dire mais qu'est-ce que vous foutez. Et je synthétise un peu ce que dit Derrida dans un texte qu'il a écrit à poil devant son chat. Il dit que quand on parle d'animal, on essaye d'englober le vivant dans cette espèce d'amas, et on ne reconnaît pas la différence. Mais lui, il est le philosophe de la différence. Donc il se pose la question de quelles sont les limites entre nous, l'animal, qu'est-ce qui est l'animal. Et en fait, il ne va pas parler simplement de limites, il va parler de limitrophie, de plusieurs formes de limites qui réduisent, qui aggravent, qui créent une abîme. Et en fait, notre problématique, pour la résumer, et celle de Derrida, c'est la ligne qui sépare les hommes des animaux. Où est-elle ? L'animal, c'est une étiquette qui est pratique pour ceux qui l'utilisent parce que ça permet d'enfermer tout le reste dans cette étiquette-là. Et en le faisant aussi, en tant qu'homme, on se donne le pouvoir, on se donne cette position de différence, de supériorité, et on se donne ce pouvoir de la parole qu'on nie à l'autre. On pourrait continuer comme ça si Derrida n'était pas en train de nous regarder, mais on va en rester là et se concentrer sur l'essentiel qui est de dire le bonheur qui est le nôtre que Gabriela soit là ce soir, parce que c'est une écrivaine, c'est une professeure qui est intimement liée à l'animal, qui accepte le regard de l'animal sur elle, et son écriture elle est vraiment placée justement sur cette frontière, à cette limite entre l'animal et le reste. C'est une écriture qui joue, qui cabriole, qui calcule pas, c'est une écriture qui est complètement anti-économique, l'écriture de Gabriela. En fait, c'est une écriture qui est présente à tous les moments. Et ces animaux, ils sont omniprésents dans son écriture, à elle, et il y a ce bouillonnement qui est lié à la figure des animaux. Para terminar la apertura, no sé si usted acá termina, si es real esta presencia cada vez más ostensible de los animales en su escritura, nos interesaría arrancar por los orígenes. Entonces, ¿orígenes en qué sentido? Hay una relación muy fuerte, me parece, en la literatura de Gaby entre animalidad, animales, animotes y la infancia, ¿no? Basta con pensar en lo último que hemos leído de Gaby
pensar en la palabra criaturas, ¿no? En ese aspecto también lo une a Juanel, pero bueno, es otro cantar eso. En esa relación entre lo animal y la literatura infantil hay una característica que ya es de la literatura, ¿no? Generalmente una escritura postula una forma de lo que puede ser lo literario, ¿no? Y de alguna manera al mismo tiempo también da cuenta de algo que ya la literatura viene trayendo, ¿no? Y que esa escritura lo desarrolla. Entonces hay una relación ya fuerte entre lo animal y la infancia. Pensemos en la literatura infantil, pensemos en las fábulas, ¿no? Y es justamente tal vez de esa manera por la cual nuestro primer contacto con la literatura es un primer contacto con animales literarios. Entonces me preguntaba, en esa primera Gaby lectora, más o menos, una lectora autónoma, si hubo animales, ¿no? ¿Qué animales hubo que de alguna manera pudieran haberse ahí despertado un poco, levantado y alcanzado a la Gaby escritora de hoy, que es a quien le queremos preguntar, aunque también le queremos preguntar a la Gaby lectora, ¿no? Que es una y eso que al mismo tiempo. Y entonces, eso. Gaby, gracias por venir, gracias por tu escritura, por tus luchas, por tu generosidad. Y eso, ¿hubo algún Moby Dick, algún Colmillo Blanco, algún Kipling, algo ahí? Cuando arrancaste, digamos, con la lectura. Et pour terminer cette intro des navigateurs, on va parler en fait des origines de ce lien entre la littérature et l'animal. Il y a une relation très forte dans la littérature de Gaby à l'animalité, aux animaux et à l'enfance. Et d'ailleurs, dans ce qu'on a lu dernièrement de Gabriela, Les Griffes de la forêt, on retrouve ce lien, et notamment dans le mot criatura, qui en espagnol veut dire créature, mais c'est un mot qu'on utilise aussi pour parler des enfants. Quand on dit una criatura, on parle d'un petit enfant. Et en fait, dès le rapport à l'animal, quand on lit, il commence dès les premières lectures de l'enfance. Et l'écriture de Gaby, elle recherche en fait ce que peut la littérature dans ce rapport-là. Dès qu'on est tout petit, en fait, on est confronté aux fables. Dans les premières lectures qu'on fait enfant, il y a des animaux partout. Et c'est ce que je voulais demander à Gabriela. Cette Gabriela, lectrice enfant, dans ses premières lectures autonomes, est-ce qu'il y avait des animaux? Déjà, merci d'être là, Gabriela, merci pour ton écriture, pour tes luttes, ta générosité, mais raconte-nous, est-ce que, enfant, tu as rencontré des Moby Dick, des Cro-Blancs, des Kipling? Ils étaient où ces animaux quand tu lisais? Hola. Mejor, ¿no? Sí. Bueno, hola a todas, todos. Gracias por la invitación, Uli. Gracias, chicas. Estoy muy contenta de estar acá en este ratito de paz. Lo primero que se me ocurre cuando me haces esa pregunta no es literatura. Es, una vez tendría yo, qué sé yo, 3 años, y estaba en la casa de mi abuelo. Era una casa de suburbio, cuando los suburbios todavía en Buenos Aires las casas tenían jardines más o menos importantes, aunque fueras pobre, hace esto como 50 años. Después en esos jardines se hicieron las casas de los hijos, de los nietos, de los primos, de los tíos, listo, se acabaron los jardines. Y recuerdo estar en la casa de mi abuelo y mirar el piso y ver unas flores diminutas violetas y descubrir que estaban ahí por sí mismas, que no las había puesto nadie, que crecían y nacían sin ninguna intermediación humana, que eran como una magia que salía de la tierra. Y yo las recuerdo como diminutas, siendo yo así que imagínense lo que serían. Y recuerdo eso como descubrimiento alucinante. O sea, hay vida que no tiene nada que ver
con nosotros, que sucede independientemente de los seres humanos. Eso fue un gran descubrimiento. Y después la relación con animales en la ficción, sí, por supuesto, Colmillo Blanco, Jack London me volvió loca, lo amaba, yo quería ser Jack London, o algo así. Esa dificultad para entender la diferencia entre ficción y realidad, entre autor y obra y todo eso, bueno, me llevó unos años comprenderla, pero sobre todo recuerdo series de televisión. Lo mío es, perdóname, muy plebeyo, no es todo libros en la vida. Había una serie de un delfín, había otro con una perrita que se llama Flipper. Había otro de una perrita, de un perrito que llamaba... No, Laika es la pobre perra que los mandaron a los rusos al espacio. Rin-Tin-Tin. Y el sueño de esa conexión profunda con ese otro animal es muy primario para mí. Después, por supuesto, las fábulas y todo eso, pero ese tipo de representación de lo animal es siempre una metáfora. Siempre, qué sé yo, no sé, la tortuga y la liebre, y siempre están queriendo decir otra cosa, siempre están en el lugar de otra cosa, siempre son un predicado del sujeto humano. Y no me interesa eso, cada vez menos. De hecho, me hace enojar, ya, ahora. Tampoco me enojo tanto, estoy cansada, pero quiero decir, no es algo que me resulte grande, me parece injusto. Ahí. Y hay una cosa que me interesa mucho, un concepto que extrajo, tal vez no sea la palabra más feliz, tal vez sí, no lo sé, o extrajeron Eduardo Viveiros de Castro y Débora Danowski, de su investigación de las culturas de distintos pueblos amazónicos, y ellos lo llaman perspectivismo amerindio. Y esto es que desde la filosofía de los pueblos amazónicos, lo humano es perspectivo. Acá estamos, es más complejo porque incluye espíritus, voy a reconstruir lo que pueda. Acá estamos, no sé, Rosita, nosotros, y supongamos que hubiera un jaguar. Para nosotros, lo humano somos nosotros. Rosita sería, bueno, Rosita no califica de presa. Supongamos que hubiera un conejito, el conejito sería la presa, el jaguar el depredador. Rosita es predadora, vamos Rosita, sí, se la salvaje. Pero después, en su casa, el jaguar se considera a sí mismo humano, a nosotros nos ve como presa, y Rosita no sé qué piensa. Y entonces hay como un sustrato común de humanidad. Esa humanidad es una posición como subjetiva, no subjetiva del sujeto, Lacan y todo eso, subjetiva desde punto de vista de tener eso, un punto de vista, determinados intereses, intenciones, etc. Y eso me gusta mucho como perspectiva para pensar lo animal, me parece como la más interesante, me fue a carajo, ¿no? No, no. Y entonces, para mí, la relación con lo animal es como una conquista. La noción que yo tenía cuando niña de lo animal, de lo vegetal, de lo otro que constituye el tejido de la vida de la tierra, era la que me habían enseñado. O sea, animales no son cosas, digo, si llegaban a matar un pollito me ponía a llorar y no paraba, pero son algo que se usa, que se puede usar, que se saca, que se pone, que se lleva, que se trae. Las plantas estaban ahí, qué sé yo, si las cortaban tampoco era tan grave. Y descubrí algo del orden de la diferencia, si querés, y si querés, de realidad, pero también de la continuidad, que a mí me resulta todavía más constituyente y más un descubrimiento. Una vez estaba remando, en Buenos Aires hay
un archipiélago, o sea, donde termina la cuenca del Paraná, que es un lugar precioso, es un montón de pequeñas islas atravesadas por arroyos, arroyitos, ríos, llenas de barro, mosquitos y árboles, en la medida en que no la hizo bosta el horrible mercado inmobiliario, pero todavía hay parte que resiste, y ahí se puede remar. Y una vez remando ahí, volvía de remar bastante, estaba muy cansada y remaba y no llegaba nunca. Y a veces el cansancio genera estados como de éxtasis. Y me encontré mirando los árboles desde que agarran la tierra de las islas, como así, la sostienen. Entonces ves en la orilla desde las raíces hasta el cielo. Y el lomo del arroyo, que se siente como un animal también vivo. Y me encontré diciendo gracias. Y a mí me hace pensar en un verso de Juan L. Ortiz, pero que no sé si es un verso de Juan L. Ortiz, porque yo creo que es, pero nunca jamás en la vida lo encontré. Lo es, ¿no? Gracias. No supe a quién agradecer tanta gracia. ¿Dónde está? Lo estoy buscando hace años. Mi vieja me dijo. Hace poco le preguntamos a tu mamá. Entonces, como que la relación con lo otro de la vida, que es también lo mismo, insisto, es un tejido. Es todo lo que vive es la vida de la tierra. Hay distintas formitas. Y nosotros somos una. Y la relación con todo lo demás a mí me fue dada por esta sensación de éxtasis, de continuidad, de ser parte de algo mucho más grande que me aconteció más que leyendo o escribiendo, remando mucho, cansada de remar y de golpe, ¡pum!, se hizo la luz. Pablo de Tarso. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Je suis très contente d'être là pour ce moment de paix. Et en fait, la première chose, je pense, c'est pas la littérature dans ce rapport-là. J'avais 3 ans et j'étais dans la maison de mon grand-père dans la banlieue de Buenos Aires, où c'était il y a une 50aine d'années, où les maisons, même si on était pauvres, il y avait encore des jardins. Puis bon, après, on construit la maison de ses enfants, de ses cousins, de ses oncles et de ses tantes, et il n'y a plus de jardin. Et moi, j'avais 3 ans à ce moment-là, et j'étais toute petite, et j'ai vu des minuscules fleurs violettes qui étaient là, toutes seules, et personne ne les avait mises là. C'est vraiment juste la magie de la terre qui était à l'œuvre. Et imaginez, moi j'étais petite et je les voyais déjà toutes petites, alors imaginez la taille qu'elles avaient. Et en fait, de voir cette vie qui a juste rien à voir avec nous, ça a été une immense découverte. Et puis ensuite, en termes de littérature, oui, j'ai adoré Cro-Blanc de Jack London. Je voulais être lui ou quelque chose comme ça, parce qu'en fait, la différence qu'il y a entre l'auteur, le personnage, entre la fiction et le réel, l'œuvre, c'est quelque chose que j'ai mis quelques années de plus à comprendre, mais en tout cas, ça a été une grande rencontre, ce livre-là. Et puis aussi, c'est à la télévision, parce que, désolée, je le dis ici, mais il n'y a pas que les livres dans la vie. C'était un personnage de dauphin qui s'appelait Flipper, et il y avait une chienne aussi qui s'appelait Rin Tin Tin, que je voyais à la télé. Et en fait, je rêvais, il y avait le rêve de cette connexion profonde avec cet autre animal. Et pour moi, ça a toujours été quelque chose de très primaire, ce rapport-là. Et en fait, je découvrais dans la littérature enfant, ensuite les fables, tout ça, que, je sais pas, la tortue, le lièvre, ils étaient toujours là pour dire autre chose. C'était toujours le prédicat d'un sujet humain. Et bon, j'aimais pas trop ça. Et puis en fait, avec le temps, ça a commencé même à m'énerver. Même si bon, aujourd'hui, je me fâche plus trop parce que je suis fatiguée, mais je sais pas, je trouve ça injuste. Et en fait, j'ai découvert un mot dans le travail de... Comment se llama l'anthropologue Eduardo Viveiros de Castro. Eduardo Viveiros de Castro y Débora Danowski. Donc c'est cet anthropologue qui faisait des enquêtes auprès des peuples amazoniens. Et en fait, il parle de perspectivisme amérindien. Et donc, enfin, lui, c'est le philosophe c'est dans la philosophie des peuples amazoniens. Selon lui, l'humain est une perspective. Là, je prends un exemple. On est là, il y a les humains, on va dire, il y a un lapin, et puis on imagine que là-bas, au fond, il y a un jaguar. Nous, les humains, on va se voir comme les humains. On va se dire, ok, le lapin, c'est la proie, et le jaguar là-bas, c'est le prédateur. Mais après, le jaguar, il rentre chez lui et il va se dire,
c'est moi l'humain, et les humains que je vois là sur leurs deux pattes, c'est les proies, et Rosa, je ne sais pas ce qu'elle est dans cette histoire. Mais en tout cas, il y a cette notion de substrat commun d'humanité, en fait. C'est cette façon de se penser humain, c'est quelque chose de subjectif, au sens de c'est un point de vue. Et en fait, moi, enfant, la relation que j'avais à l'animal, c'était celle de la conquête, au sens où, quelque part, c'est ce que j'avais appris, c'est ce qu'on m'avait montré. Enfant, je voyais les animaux non pas comme des objets, mais quand même, il y avait la notion de c'est quelque chose qu'on peut utiliser, un animal, on le prend, on le déplace, on l'emmène par-ci, on l'emmène par-là, il nous sert à quelque chose. Les plantes, c'est pareil, on pouvait les couper, il se passait pas grand-chose. Et en fait, j'ai découvert quelque chose de l'ordre de la différence, comme en parle Derrida, et aussi de la continuité. Mais c'est surtout en fait cette prise de conscience de la continuité qui a été la grande découverte. Et ça me fait penser à un moment que j'ai vécu à Buenos Aires. En fait, il y a un endroit où il y a un archipel, c'est là où se termine, où arrive en fait la rivière, le fleuve Paraná. C'est un endroit plein de moustiques, d'arbres, et bon, il en reste pas grand-chose parce qu'il a été détruit par la spéculation immobilière, mais il en persiste quand même des bouts. Et un jour, je revenais d'avoir bégayé, et j'étais extrêmement fatiguée, et parfois la fatigue, ça nous met dans des états d'extase un peu. Et en fait, j'ai vu des arbres au bord de l'eau. C'est ces arbres, vous savez, qui ont des racines qui tiennent la terre, en fait, qui soutiennent la terre, qui la tiennent ensemble en face de l'eau. Et donc je voyais cet arbre dans son entièreté, des racines jusqu'à ses branches qui remontaient dans le ciel. Et dans les racines de cet arbre, il y avait aussi le remous de la rivière, qui était comme une entité vivante en elle-même. Et en fait, à ce moment-là, je me suis juste dit merci en voyant ça. Et ça m'a fait penser au vers d'un poète qui s'appelle Juan L. Ortiz. Juan L. Ortiz, si alguien no lo leyó, proceda porque es lo máximo. Et il est traduit en français. C'est un écrivain que si vous n'avez pas lu, il faut le lire, et il est traduit en français. Et il a des vers qui parlent de cette espèce de gratitude immense, de dire je ne sais pas à qui, à quoi je dis merci, mais merci. Et en fait, oui, j'ai découvert à ce moment-là cette relation avec l'autre, avec cette altérité, mais qui est aussi à la fois le même. En fait, on est différentes formes de vie, et à la fois on est une. Et en fait, cette compréhension de cette relation avec l'autre, le même, elle me vient de ce moment d'extase que j'ai eu après avoir pagayé, et c'est là que j'ai compris cette idée de continuité. Acá, al menos un lugarcito hay, digo para la gente que está parada o atrás, si quieren, sin presionar a nadie. Con uno estamos bien porque Rosy necesita su espacio. Me quedo pensando mucho, Gaby, en esto de me da bronca, me enojo, que cuando veo un animal en la literatura, cuando en lo que sea, tiene siempre un lugar accesorio, ¿no? Y ese es como lo que tengo, ¿no? Porque de alguna manera el animal en la literatura, o sea, uno puede trazar la historia de la literatura en relación a esa situación, ¿no? De estar ahí escribiendo frente al animal, frente al otro. Pero es cierto que la cuestión es qué rol está jugando ahí. Y en ese sentido pienso un montón en las aventuras. En tu novela Las aventuras de la China Iron, que no lo leí yo también, o sea, porque es fundamental, hermosa. Es como que los animales se liberan de ese lugar, de esa posición en que se encorrala generalmente al animal en el archivo de la literatura decimonónica, argentina, al menos. Hay algunas excepciones así lindas, excepciones relativas, no absolutas para nada. Y generalmente está ahí, confinado el animal al latifundio de la metáfora, como decía Gaby, a una explotación al servicio de un colorismo, o a la marca de la valía de un hombre, ¿no? De la valentía
vida de un hombre o la marca de su tenencia, ¿no? El caballo. Y entonces es como que, no sé, como una ganadería literaria que la China se encarga de ir a desalambrar, ¿no? Y eso está buenísimo, porque están ahí los animales saliendo de sus corrales literarios, ¿no? Habituales. Y me parece que hay toda una literatura que está ahí como encorsetando y una literatura liberando, más allá de algunas lecturas teóricas o esto que citaba Gaby del primitivismo. También hay poetas, bueno, citó a Juan L., ¿no? En Juan L. hay una mirada del animal, me parece, ¿no? Como que hacia la persona se pone terrible, Prestes, sobre su perro muerto, que recuerda ahí como lo mira. Después gente medio, no sé si te pasa, que está que pone ahí al animal medio encorsetado tras una clasificación ahí medio lineal, medio de tipo que va ahí naturalista, y a veces la propia literatura lo va corriendo de ahí, ¿no? Usan, ponerle impresionante, ¿no? El animal absolutamente protagónico, pero hay como una marca ahí muy fuerte del animal analizado. Y en un momento es como que el paisaje se vuelve pasaje, ¿no? Y el tipo se transforma en un personaje, ¿no? Y ahí ya está más de igual a igual, y todo el tiempo se queda la escritura hacia eso, y me parece que por eso también es tan fabuloso. ¿Qué te quiero preguntar? No, esto, hay escrituras más que encorsetan animales, ¿no? Y siento que la China libera ahí mucho, no sé si lo pensás, si hay escrituras, tal vez como lectora, que ves más liberadoras. Y en todo caso la pregunta ya a la Gaby escritora sería, bueno, ¿qué riesgos crees que una escritura que va en pos de lo animal puede tener como amenaza para no caer en la ventriloquia, en la sustitución, finalmente ocupar el lugar de ese otro y bueno, el otro se vaya a cagar, ¿no? Eso no sé, ¿qué quieren decir? Je repense à ce que tu as dit sur le fait de t'énerver, ça m'énerve que l'animal soit mis dans cette place d'accessoire. En fait, on peut presque tracer l'histoire de la littérature dans cette relation de l'humain à l'animal, comment on écrit l'animal et quel rôle il joue cet animal dans la littérature. Et dans ton roman Les Aventures de la China Island, si vous ne l'avez pas lu, il faut le lire, c'est un roman magnifique. Il y a comme cette idée des animaux qui se libèrent de cet endroit, de cette position d'enfermement. Et aussi dans la littérature classique argentine, dans les grandes œuvres de la littérature nationale, à quelques exceptions près, des exceptions toutefois relatives, mais on encorsette l'animal, on le confine. Il est comme confiné à ce rôle, voilà, il est exploité dans la métaphore. Ça va être, si on parle d'un homme, on va parler de son courage en le comparant à un cheval, mais il est placé, l'animal, dans cette situation d'élevage intensif, de culture intensive. Et en fait, ton roman, la China Island, c'est comme s'il venait défaire les barbelés, libérer ces animaux de cette exploitation gigantesque dans laquelle on les a placés. En fait, il y a une littérature qui encorsette et une littérature qui libère. Et tu as parlé de ce poète Juan L. Qui écrit le regard de l'animal sur lui, qui ne se met pas dans cette posture-là. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il y a des écritures qui encorsettent l'animal et des écritures qui le libèrent, dans lesquelles l'animal est protagoniste et peu à peu, enfin voilà, il y a plus une position d'égal à égal, même si l'animal est analysé. Donc pour moi, ton roman La China Island, c'est de l'écriture bien sûr qui libère. Est-ce que toi, comme lectrice, tu as eu des lectures
tu as lu des textes comme ça de la catégorie libératrice, et aussi en tant qu'écrivaine, on prend quel risque quand on écrit sur l'animal sans tomber dans cette ventriloquie, dans cette métaphore, dans cette substitution? Comment on écrit sur l'animal sans enfermer? Es muy difícil, prácticamente imposible, escribir desde el lugar del animal. Hay, como decías al principio, una emergencia de mucho texto menos antropocéntrico. Estoy pensando ahora en el libro de Isabel Zapata, un libro de poemas, Una ballena es un país, que es bellísimo. No sé si estará traducido al francés, pero es increíble. Si hay algún editora aquí presente, proceda también, vale mucho la pena. Es un libro muy interesante que tiene poemas, tiene extractos de informes, tiene voz animal directa, por ejemplo la de la gorila Coco, que hablaba con lenguaje de señas y decía cosas. Estoy pensando ahora en otro libro de poemas de una poeta argentina enorme que se llama Susana Villalba. El libro se llama La bestia ser y son 3 monólogos de una piedra, un árbol y un perro. En un momento, como dice en uno de los poemas, en la voz del perro dice: escarbo, 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 tal vez quede algún hueso de Dios en el corazón caliente de la tierra. Bueno, es bellísimo. Es una locura, hermoso. Pensando en poemas. Después está lo que la gente que hace divulgación científica, como por ejemplo esta francesa Vinciane Debret, perdón, no sé cómo pronunciarlo, pero ¿saben de quién se trata? Vinciane Debret. Vinciane Debret. Sí. Bueno, es una persona que hace divulgación de lo que se va sabiendo acerca de la cultura de los animales. Es alucinante su trabajo acerca del... Bueno, no importa, sí, búsquenla. Como que toda la filosofía de giro animal en Francia está teniendo mucha fuerza y están produciendo cosas alucinantes que yo leo con muchísimo interés. Y después hay otra gente de cuyo nombre ahora no puedo acordarme, pero por ejemplo empezamos a saber cosas como que las ballenas jorobadas no solo cantan, no solo van cambiando de canto una vez por año, sino que se han encontrado patrones consistentes con rimas en sus canciones. Es un montón. Quiero decir, es un montón. Existe la cultura animal, eso es fascinante. Si el 1 o 10% que está haciendo todo mierda no mata a todos los animales antes, tal vez alguna vez hasta podamos hablar con ellos. Y después, a mí, yo soy de la opinión de que para tratar de escribir a lo animal, lo que hay que ser, y esto puede sonar taxativo o como muy ay, que quien se cree que es para hablar así, bueno, no sé, es una opinión, es lo que pienso y siento. Hay que ser profundamente humano, sentir realmente lo que somos. Somos una formita de la vida de la Tierra en un tejido de formitas de la vida de la Tierra. Y en esa profunda conexión, en ese profundo tejido, pensemos que si hay biosfera, o sea, si podemos respirar, y si hay vida, es porque hay unos seres maravillosos llamados árboles que toman luz, agua, tierra, y con eso hacen oxígeno. Bueno, y lo mismo en el mar, es más complicado ese proceso, pero fotosíntesis se llama. O sea, está esta gente que no se come a nadie y genera la biosfera. Es un montón. Somos obviamente parte de ese tejido.
Y entonces en esta profunda humanidad y en esto que a mí me hace pensar en eso que decía Deleuze, de devenir mujer, de devenir animal, de devenir imperceptible. Vieron que, yo les cuento que mucha de la gente aquí presente escribe, vieron que cuando están escribiendo, en ese momento en que la concentración es mucha, uno siente como que es atravesada por algo más grande que vos, y de repente lo que conecta una palabra con otra ya no son ligazones lógicas, pueden ser fonéticas y podés no saber cuáles son. Y va aconteciendo esa escritura, va pasando la escritura. Hay algo del yo que cae. Y eso es un estado como de éxtasis, es como un estado de éxtasis, algo en lo que una va en pos de eso, y bueno, cada tanto pasa, y la mayor parte del tiempo no, pero bueno, para mí es la búsqueda de la escritura, es algo que vibra en el cuerpo, que me atraviesa, que es más grande que yo. Y yo soy de la opinión también de que por eso en general los libros son más interesantes que los escritores, porque ahí aparecen cosas que no son del autor. Aparecen sentidos, aparecen imágenes que aparecieron en este proceso de algo que te atraviesa. Y creo que por ahí puede aparecer algo de lo otro, de lo no estrictamente antropocéntrico, de una humanidad otra, más real en su conexión con lo que es todo. Y después en cuanto a la literatura, me pasó a tener momentos de deslumbramiento, como en ese cuento de Virginia Woolf, La muerte de la polilla, en el que ella observa esta agonía y le da el lugar que tiene, es un ser muriéndose. Y me parece muy hermoso. Por ejemplo, hay un libro de nuestra amiga Selva Almada que se llama No es un río, y en el centro de ese libro hay un río, y en el centro del río hay una mantarraya, y en un momento ella la describe nadando, dice que tiene volados como una novia. Entonces es un momento de una belleza enloquecida, y yo creo que es ese momento que la selva atravesó el río, como dice el poema de Juan L. Esto de la concentración que te hace ser menos vos, ser menos un individuo con tus mezquindades, intereses, ideologías. Yo por supuesto me creo que mi ideología es la mejor, no estoy discutiendo eso, sino, pero eso no alumbra un texto interesante, mis opiniones, mi posicionamiento. Con eso solo no hacemos nada. Es más interesante esto que se abre, y el mundo está construido en contra de esto, en contra de estas continuidades, en contra de lo que es, que siempre es como espectro, no hay divisiones tajantes en ningún lado. Hay un libro de George Agamben que entendí lo que pude. Yo no estudié filosofía, o sea, me pasa que a veces abro estos libros de filosofía y cuando los leo siento como que una luz, lo cierro, pum, se apagó. Pero bueno, algo queda, y él cuenta todo lo que tuvo que hacer Liño para tratar de establecer una diferencia tajante entre lo humano, la humanidad y el resto de los animales. Y se le complicó, no era fácil. No es tan fácil, hay una continuidad muy evidente. A la vez que hay una diferencia también muy evidente. Y no sé, para mí, eso. C'est difficile, c'est presque impossible d'écrire à la place de l'animal, et il y a une urgence à avoir des textes qui sont moins anthropocentrés. Je pense à un texte que j'avais adoré d'une écrivaine qui s'appelle Isabel Zapata. C'est un livre qui s'appelle Une baleine est un pays. Et c'est un livre magnifique avec des poèmes, avec des bouts d'articles et la voix des animaux, et c'est vraiment fabuleux. Et je pense aussi au livre d'une poétesse argentine immense qui s'appelle Susana Villalba,
et qui s'appelle La Bestia Ser, la bête être. Et il y a 3 monologues, 3 poèmes qui sont les voix d'une pierre, d'un arbre et d'un chien. Et le chien, il dit je gratte, je gratte, je gratte, peut-être est-ce qu'il reste un os de Dieu dans le cœur chaud de la terre. Et juste, c'est sublime ce qu'elle écrit. J'aime beaucoup aussi une vulgarisatrice scientifique française qui s'appelle Vinciane Deprez. Et il y a beaucoup de textes français qui sont très intéressants en ce moment sur la façon de penser l'animal et je me régale de les lire. Et je sais pas, en fait, les gens, ils ont oublié que, par exemple, les baleines bossues, on a découvert que non seulement elles chantaient, mais que quand elles chantaient, dans leur chant, il y avait des patrons avec des rimes. C'est pas rien, non, quand même, des rimes. Et peut-être que si les 1 ou les 10% des gens qui sont en train de tout détruire sur cette terre nous laissent quelques animaux, peut-être que même un jour on pourrait parler avec eux. Et mon opinion, vous allez peut-être me trouver prétentieuse, vous allez dire elle se prend pour qui celle-là, mais en fait je pense que pour écrire l'animal, on doit être profondément humain et sentir qu'on est réellement dans cette connexion profonde. Que si on peut respirer, c'est parce qu'il y a des arbres qui prennent de l'eau, de la lumière, de la terre, et qui font de l'oxygène. De l'oxygène, c'est des gens qui mangent personne et qui, grâce à leur existence, fabriquent la biosphère. C'est énorme. Et en fait, je pense que c'est dans cette profonde humanité. Deleuze, il disait devenir femme, devenir animal, devenir imperceptible. Il y a quelque chose de ça, quand on écrit, j'imagine qu'il y a plein de gens dans cette pièce qui écrivent et qui vont voir ce que je veux dire, c'est que quand on écrit, parfois on est traversé par quelque chose de plus grand que soi. Les mots commencent à se suivre, non pas dans une logique, c'est plus cette forme de logique, mais en fait on rentre dans un état d'extase et on va pas se mentir, la plupart du temps ça n'arrive pas et c'est après ça qu'on court, c'est ça qu'on cherche quand on écrit. Mais je pense que les livres les plus intéressants, c'est quand les écrivains arrivent à se mettre dans cet état-là. Et je pense que la plupart du temps, les livres sont plus intéressants que les écrivains parce que quand il se passe ça, il y a des choses dans le livre qui ne sont pas l'auteur, qui sont plus que l'auteur. Et c'est dans ces moments-là qu'apparaît l'autre, qu'apparaît quelque chose qui n'est plus de l'ordre de l'anthropocentrisme. On voit en fait l'humain dans sa connexion avec l'autre. Et parfois j'ai des moments en tant que lectrice d'émerveillement absolu. Je pense par exemple à un passage de Virginia Woolf où elle regarde une mythe qui est en train de mourir et elle décrit ça et elle lui donne la place et l'importance méritée. C'est un être vivant qui est en train de mourir et je trouve ça fantastique. Et il y a un livre aussi d'une amie argentine à nous qui s'appelle Selva Amara. No es un río, c'est pas une rivière. En français, il est traduit d'ailleurs chez Métellier, ce livre. Elle décrit une raie au milieu de ce roman. En fait, elle parle de la rivière et elle parle d'une raie qui nage comme ça. Et Selva Amada, elle dit qu'elle a des voiles comme une mariée, et je pense que c'est à ce moment-là que Selva elle a été traversée par cette rivière plus grande qu'elle. Quand on est moins soi-même avec ses opinions, avec son idéologie, c'est pas ça en fait, c'est pas ce qu'on est, c'est pas l'idéologie, c'est pas ce qu'on pense qui illumine un texte et qui le rend intéressant. En fait, ce qui est intéressant, c'est quand il y a cette chose-là qui s'ouvre. Et notre monde, le monde dans lequel on vit, il est contre cette continuité, contre cette idée-là. Je lisais le texte d'un philosophe qui s'appelle George... Comment il s'appelle ? Giorgio Agamben. Alors moi, j'ai pas fait des études de philo. Des fois, j'ai l'impression que je lis et puis voilà, je suis un peu illuminée, puis je ferme le livre et je me rappelle plus de rien et je comprends plus rien. Mais des fois, il me reste des bribes de philosophie que je lis. Et il écrit que, en fait, il se pose la question de ce qui différencie l'animal et l'humain, et il dit que c'est pas si facile en fait. Il y a une continuité qui est très évidente entre les deux. Évidemment, la différence aussi, elle existe, mais il y a cette continuité qui est très évidente. Bueno, esta es la última vez que voy a hablar, así
Los demás pueden hacerte preguntas y bueno, también me puede responder otra persona, también es una especie de reflexión. Hay una pregunta acá, pero no, pensaba en lo que decía Gaby, esto de algo que te atraviesa, y en mi caso personal lo que me pasa, que es muy flashero, es que de repente estoy escribiendo y se me ocurre, no sé si le pasa a alguien, digo, acaba esta palabra y no tengo ni idea qué quiere decir la palabra. Después voy al diccionario y es exactamente lo que viva ahí, ¿no? Se me ocurre ese ejemplo. Pero pienso que nombraste muchas poetas, pienso que la poesía es como un cierto estado privilegiado, ¿no? De la orilla de la literatura para estar, ¿no? Y en ese estar en sintonizar, el estar del animal o de los animales. En relación a eso, se me ocurre así como una cosa que me surge cuando te leo, Gaby, y yo generalmente te asocio mucho cuando te leo a una escritura que intenta ponerme en contacto con lo extinto, con lo que ya está, con lo que no ha tenido un lugar en el archivo, en los cánones, y que está ahí, como que está en el aire, pero también orfanado, ¿no? No sé, un amor queer en medio de la pampa en silencio. ¿Puedo sentir eso en la panza? Bueno, las aventuras van por ello, ¿no? Y entonces me pregunto en relación a eso, si en la escritura de lo animal hay un intento hay una búsqueda de recuperar algo de esa pérdida. Parece una flasheada lo que digo, pero a ver si me puedo explicar. Gaby, en su última novela, hay una idea súper interesante en relación a la memoria, que está conectada con la escritura, que es un poco, bueno, yo no puedo, yo ahora que puedo recordar, ¿no?, ese pasado, tengo la disponibilidad, digamos, para recordar eso que no pude vivir, porque yo no podía estar en el plano detalle de ese momento, ¿no? Es como si en ese momento yo estoy siendo, mientras hay un detalle a mi lado, hay un plano de detalle de algo que puedo apreciar y todo, me sale medio sal, pero digo, no estoy estando, estoy siendo en ese momento. El detalle está ahí y yo no, yo estoy siendo, yo estoy viendo qué pasa con la situación y no estoy atento a el perfume, el olor del café que estaba al costado mío, etc., ¿no? Un poco en esa idea. En el presente sí estoy con la disponibilidad para vivir eso, pero el detalle ya está, ya quedó en el pasado. Entonces me pongo a recordar y me pongo a escribir. Yo lo pienso un poco así, eso que dice Gaby en ese momento. Que es una idea muy linda porque de alguna manera también la pudiera estar filmando la China, por ejemplo, ¿no? Que dice un montón de cosas. Y hay como un decalaje, una cosa y un corrimiento, ¿no? Y también pudiera estar diciéndolo la literatura en sí misma, ¿no? Porque toda narración en primera persona es como medio imposible, ¿no? Como esas por suerte es muy licenciosa la literatura, entre comillas, lo digo por supuesto, y en su cuota de licencia gigantesca, ¿no? Que cuando arrancamos un relato en primera persona, como si el narrador ese pudiera acordarse de cada detalle que se está describiendo. Pero en relación a eso, me parece como que hay algo que se nos pierde de la experiencia. La escritura está entreverada con esa pérdida de la experiencia. Está intentando ahí como recuperarla. Y tal vez hay algo de lo animal ahí, justamente, porque el animal es exactamente quien está completamente presente en el lugar en donde está. Como estaba elegida Reich, el animal que mira hacia lo abierto, el animal está ahí, en el presente, digamos. Tiene una forma de experimentarlo completamente distinta. Es como si la literatura, yo lo pienso y lo asocio a eso que decía Gaby, que algo la atraviesa. Siento que en ese estado es como que uno está intentando estar en ese otro lugar, estar en el sentido casi animal, ¿no? En el sentido de estoy en mi totalidad en este instante, ¿no? Gaby decía una cosa de hacerlo en otra entrevista en relación a eso, como de una presencia completa, ¿no?
Y entonces, si esto fuera así, tal vez hay algo de la escritura que intenta revelar esa pérdida que tiene que ver con lo animal o con el tempo del animal, con la forma de estar. C'est la dernière fois que vous allez m'entendre parler, parce que comme ça, vous allez pouvoir poser vos questions aussi. Et puis, je sais pas, c'est une question que je pose, mais c'est aussi une réflexion. Si Gabi veut me répondre ou si vous avez envie d'en dire quelque chose. Moi, en fait, c'est un peu fou par rapport à ce que disait Gabi quand on écrit. Ce qui m'arrive, c'est que des fois, j'écris et je me dis, ce mot va là, exactement là. En fait, je ne sais pas ce qu'il veut dire ce mot, et après je regarde dans le dictionnaire et je me dis, ah bah oui, exactement, c'était vraiment là qu'il devait aller ce mot, et c'est une sensation assez bizarre. Et bon, Gabi, tu parlais aussi de la poésie, de beaucoup de poétesses, et bon, je pense que la poésie, c'est un genre, c'est un espèce d'état un peu privilégié en bordure de la littérature, un endroit qui est privilégié pour être dans cet état-là et pour parler de l'animal. Et moi, en fait, quand je pense à ton écriture, je t'associe à une écriture qui met en contact avec ce qui s'est éteint, avec ce qui a disparu. Je sais pas, je pense à un amour queer au milieu de la pampa au 19e siècle, et bon, c'est les aventures de la China Island. Et en fait, quand on écrit l'animal, j'ai l'impression que c'est comme si on essayait de récupérer ce qu'on a perdu. Dans le dernier roman de Gabriela, il est mention de cette sensation de pouvoir se rappeler d'un passé, comme si on voulait se souvenir de quelque chose qu'on n'a pas vécu au moment où ça se passait. Je m'explique, il peut y avoir un détail à côté de moi, et moi en fait je suis pas là, je suis pris dans d'autres pensées, je me demande ce que je vais faire par rapport à telle ou telle situation, et en fait dans le présent, quand j'écris, je peux être présent et je me rappelle de ce détail. Ça peut être, je sais pas, l'odeur du café qui était à côté de moi, et alors je revis ce détail, je revis ce moment que j'avais pas vécu au moment où ça se passait. L'écriture, c'est ça. Et en fait, la narration à la première personne, quelque part, c'est un peu un impossible. On se dit, on fait semblant, c'est comme si le narrateur à la première personne, il pouvait se souvenir de tout ce qu'il a vécu. C'est faux, mais l'écriture, en fait, elle est entremêlée avec cette perte de l'expérience. Et il y a quelque chose... on recherche quelque chose d'animal là-dedans, dans le sens où l'animal, c'est peut-être celle qui est totalement dans le présent, qui a une façon d'expérimenter les choses très différentes de nous. Et en fait, c'est dans cet état qu'on essaye de se mettre quand on écrit. C'est dans cet état de présence totale, je suis totalement là dans cet instant, et en fait il y a quelque chose de cette présence complète dans l'écriture, et qu'on retrouve aussi, je sais pas, dans la forêt. Gabi, elle parle de la forêt dans ses textes, de cet état de présence totale. Bueno, yo creo que nuestras mejores experiencias son aquellas en las que nos sentimos más presentes, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Qué buscamos cuando tenemos sexo? ¿Cuáles son los mejores momentos? Eso es en lo que no estás pensando en otra cosa, y no es tan común y tan fácil como parece. Cuando escribimos, ¿qué está pasando cuando te atraviesa el río de la escritura? Que estás ahí, de verdad, completamente. Cuando leemos, a mí me pasa que me estalla todo muy seguido y soy un montón de pedazos separados, y yo sé que lo que tengo que hacer en ese momento es primero tirar el teléfono lejos y ponerme a leer, y eso me junta los pedazos. Una buena lectura me vuelve a ser un ser otra vez, y eso es algo de la presencia. Estás ahí en lo que estás leyendo, y pareciera que no estás ahí, porque pareciera que leer fuera aislarse del resto de la vida, y escribir lo mismo, y sin embargo es uno de esos momentos milagro en los que estás completamente presente, entregada a lo que estás haciendo, ¿no? En ese sentido, creo que hay múltiples prácticas
que nos pueden acercar a ese estado, el que yo llamo medio extático, y que ese es el momento en el que te sentís más viva. Y una vez más, cosas que parecen fáciles, como si estás vivo, te sentís vivo, no, es una de las cosas más difíciles del mundo, sentirse viva. Y más hermosas, ¿no? Y esta cosa que hace la literatura a veces de recuperar el tiempo perdido, ya que estamos acá, vamos a rendir homenaje a ese señor enorme. Bueno, es una posibilidad que tiene, pero para recuperarlo hay que inventarlo. Entonces, estás presente cuando lo estás escribiendo, qué sé yo, y después en la vida misma, en tu propia vida, pasan un montón de cosas que vos no notás. Y no porque necesariamente estés siendo o estando, ni porque haya una alteridad ahí, no sé, por ahí estás huyendo, estás buscando un refugio, estás buscando algún modo de sobrevivir, estás, o no, sos un alienado que querés más poder y estás en eso y no sacás todo lo demás, ¿no? De tu punto, de tu mirada, haces foco. Y después, respecto de textos que tienen, que me resultan muy interesantes y muy iluminadores respecto de esta cuestión de lo animal, y no porque no establezcan jerarquías, por ejemplo, pero sí porque dan cuenta de la continuidad de lo que es la vida de la tierra. Pienso en el Popol Vuh, pienso en el Ainu Rapita, Dios me perdone por cómo no sé pronunciar guaraní. Por ejemplo, en el Ainu Rapita es un génesis, y ahí hay un ser increado que en la medida en que se va creando el mundo, no sé, se hace pies y entonces hace suelo para pisar. Pero junto a él hay también un colibrí y una flor. Entonces ya tenemos algo que da cuenta del tejido de la vida, como no tenemos en nuestro Génesis. No sé, me parece que va siendo tiempo de escuchar también a esta otra gente que no escuchamos. Ahora estoy pensando en los pueblos amerindios y también en ceder el micrófono y que hablen ustedes. Je pense que en fait, les expériences les plus merveilleuses, ce sont celles où on est les plus présents. Quand on fait du sexe, quand on fait l'amour, c'est les moments qu'on cherche, les moments les plus beaux, c'est ceux où on arrive à penser à rien d'autre. Et bon, c'est pas si courant que ce qu'on pense, c'est pas si facile que ça. Et en fait, quand on écrit, c'est pareil, quand on est traversé par cette rivière de l'écriture, on est là complètement. Quand on lit, parfois, moi, ça m'arrive assez souvent, je sais pas, j'explose et je me retrouve en 1000 morceaux. Et en fait, la première chose que je fais quand ça m'arrive, c'est que je pose mon téléphone et je prends un livre. Et en fait, une bonne lecture me rend à nouveau un être complet, me rend un être entier. Et on est là, dans ce moment-là, dans ce qu'on lit, on est complètement absorbé. Et c'est des espèces de moments assez miraculeux où on s'adonne totalement à ce qu'on est en train de faire. Et bon, il y a plusieurs pratiques qui permettent de se rapprocher de cette espèce d'état extatique, oui, de cet état d'extase, on se sent vivant. Et en fait, se sentir vivant, c'est une des choses les plus difficiles du monde et les plus belles à la fois. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose du récupérer le temps perdu dans la littérature. C'est une des composantes de la littérature, récupérer le temps perdu, et puisqu'on est là, on va rendre un hommage à ce grand monsieur qui parle de ça. Et en fait, pour récupérer le temps, il faut aussi l'inventer. Dans la vie, il se passe plein de choses en permanence qu'on ne remarque pas parce que on est en train de chercher un refuge, on est en train de se demander comment on va faire pour survivre, ou alors parce qu'on est un espèce d'aliéné qui veut toujours plus de pouvoir. Dans tous les cas, on rate plein de choses autour de nous parce qu'en fait, on fait abstraction de ce qui nous entoure, on élimine ce qu'il y a autour de nous et puis on zoome, on fait un focus. Et pour parler d'autres textes qui nous éclairent, qui sont vraiment illuminants sur ce qu'est l'animal, non pas parce qu'ils n'établissent pas une hiérarchie, mais parce qu'ils sont géniaux pour d'autres raisons. Je pense au Popol Vuh,
ou alors à l'Alborapita, qui est, on prononce mal le Guarani, Gabriela et moi. Il est question dans ce texte fondateur d'un être qui se crée et qui, en se créant, crée le monde. Je ne sais pas, il crée ses pieds, et parce qu'il crée ses pieds, il y a de la terre sous ses pieds pour marcher. Et dans ce texte-là, il y a aussi un colibri et une fleur qui accompagnent cet être. Et en fait, je ne sais pas, ce texte qui parle de cette espèce de tissu qu'est la vie et de ses composantes et de cette continuité. Et je trouve que c'est une notion qu'on n'a pas dans nos textes fondateurs à nous. Et puis voilà, maintenant que je parle des peuples amazoniens, amérindiens, je me dis qu'il faut peut-être que je cède mon micro et que je vous laisse parler, vous les gens qui êtes là et qui nous écoutez depuis tout à l'heure. Moi, je sais que ça se fait pas, mais j'ai une question que j'avais pas posée à Gabriel la dernière fois que je suis allée l'écouter. Dans son dernier texte, Les Griffes de la forêt, le personnage principal, c'est ce que, avec le vocabulaire d'aujourd'hui, on appellerait une personne trans. C'est quelqu'un qui est femme en Espagne, qui est élevée par sa tante dans un couvent, et puis qui part faire la conquête d'Amérique il commence à s'habiller en homme et c'est comme ça, il devient un soldat. Et je pense qu'au moment où Gabriela elle a écrit ce livre, on n'en était pas là où on en est maintenant avec Trump aux États-Unis. On n'entendait pas les discours atroces qu'on entend de plus en plus aujourd'hui. Évidemment, ils existaient, mais disons que maintenant, ça a pris un tour de violence qui est tout autre. Et je me demandais ce que ça faisait de parler d'un personnage trans à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est pas le sujet principal du roman, c'est juste quelque chose qui est dans le roman. Yo decía que, no sé hacer que yo pregunte, pero pregunto igual porque no te hice la pregunta la última vez, pero que Las Niñas de Naranjal, que es el último texto que traducieron al francés, el personaje principal, Antonio, es un personaje que hoy diríamos trans, que pues nació como mujer en España, fue criado en un convento con las monjas y que se fue a conquistar América y se vistió como hombre y vivió como hombre. Me imagino que cuando escribiste ese libro todavía no estábamos en la situación en la que estábamos ahora, que el discurso sobre la transidentidad, obviamente ya había violencia, pero no había llegado a lo que estamos experimentando hoy en día con Trump en Estados Unidos y eso. ¿Cómo es para vos defender un libro a través del mundo en el que el personaje principal es trans y no es el tema principal de la novela, sino que es algo más en la novela? En ese sentido, no estaba tan espantoso la política. Bueno, la extrema derecha no tenía el poder que tiene hoy cuando escribí esa novela. Odio a la gente trans ya había, siempre hubo. Cuando yo era adolescente tenía una bandita de amigas travestis, eran niñas de 15, 16 años, expulsadas de sus casas, viviendo de lo que podían, la prostitución, pero de calle, de esquina, duro. Había dictos policiales que las castigaban por existir. O sea, vos salías a la calle, eras travesti, te llevaban presa. A la tercera vez te llevaban presa, pero a una cárcel, no ya a la comisaría. ¿Y vos te imaginás tener 15 y 16 años y en una cárcel de varones siendo una niñita? Bueno, eran unas vidas durísimas. De ellas, solamente una todavía vive. Todas las demás murieron antes de los 30 años, que es más o menos lo normal en la población travesti aún hoy. O sea, era durísimo, era
igual de la gente más genial que conocí en mi vida, una creación de neologismos infinita, una gracia, una inteligencia. Parecía igual cuando estaba escribiendo la novela que estaba todo un poco mejor y supongo que está mejor que en los 80, pero está muy duro todo. Y a mí me resultó, mientras la escribía, importante que esta, bueno, en términos contemporáneos diríamos transexualidad, no sé cómo pensarlo en el siglo XVII, me resultaba importante que fuera un rasgo más de este personaje. Es decir, era vasco, era trans, era una persona que había viajado a América a hacerse una vida. Lo de la conquista después le sucede, no era su principal objetivo participar de la conquista. Y le gustaba jugar a las cartas. Tenía todos estos rasgos. Me interesaba eso, que lo trans fuera visto como un rasgo más de una persona y no como esa cuestión que parece parteagua, como si dijeran es extraterrestre o no sé qué. Me parecería, lo ideal para mí sería llegar a un estado de la cultura en la que ser cis o trans, sobre todo ser trans, fuera solo un rasgo más y listo. La vida sigue y no sé eso. Trans, antropóloga y te gusta remar en kayak. Listo, sos una persona. Me parece que está... Bueno, eso era lo que yo pensaba cuando escribí la novela y me gustaría que llegáramos a ese estado del mundo. C'est vrai que quand j'ai écrit le roman, la question trans qu'on entendait à ce propos, c'était pas aussi terrible que ce qu'on entend aujourd'hui. L'extrême droite n'avait pas la position qu'elle a dans le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Évidemment, quand j'ai écrit, la haine envers les personnes trans a existé. Et je me souviens, quand j'étais ado, j'avais un groupe de copines, de filles d'une quinzaine d'années qui étaient des filles qu'on appelait travesties à l'époque, qui avaient été expulsées de leur maison et qui vivaient de ce qu'elles pouvaient, c'est-à-dire de la prostitution de rue, très violente, vraiment sur le trottoir, et qu'on punissait juste parce qu'elles existaient, c'est-à-dire qu'elles étaient arrêtées, quand les flics les voyaient, ils les arrêtaient, et puis la troisième fois, qu'elles étaient arrêtées dans l'espace public, on les emmenait dans des prisons. Imaginez ce que c'était pour ces gamines, pour ces petites filles de 15 ans, d'être emmenées dans des prisons pour hommes. Et bon, il y en a une seule qui est vivante aujourd'hui, elles sont toutes mortes, les autres avant 30 ans, et ce qui est en fait tristement la norme pour les personnes travesties encore aujourd'hui. Et c'était des gens absolument génialissimes qui avaient une façon de manier la langue qui créait des néologismes à la minute et qui était hilarante. Et en fait, quand j'ai écrit ce roman, Les Griffes de la forêt, c'était une période où j'avais l'impression que ça allait mieux. Aujourd'hui, ça va quand même sans doute mieux que dans les années 80. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que ce personnage, il est trans, oui, mais en fait, c'est juste une chose de plus. Il est basque, il est trans, c'est quelqu'un qui a voyagé en Amérique, la conquête lui est tombée dessus. Et en fait, le fait qu'il soit trans, c'est une chose de plus dans toutes ses caractéristiques, dans tous ses traits. C'est aussi quelqu'un qui aime jouer aux cartes. Et j'aimerais qu'on en arrive à un stade de notre culture où être trans, c'est juste un trait de plus chez une personne, que ce soit plus quelque chose qui sépare la mer en deux, comme si on disait de quelqu'un que c'était un extraterrestre. J'aimerais qu'on en arrive au stade de notre culture où être trans, ce serait comme dire, oui, c'est une anthropologue trans et puis elle aime faire du kayak et c'est une personne, et voilà. J'espère qu'on va en arriver là. Et c'est ce que je voulais dire dans mon texte et c'est ce que j'espère pour nous. No sé si les queda alguna pregunta antes de terminar.
última chance. Y si no, le damos por terminado. ¿Quieres preguntar algo, no? Bueno, recuerden que están abiertas las inscripciones para el taller de la literatura y el animal. Y bueno, nos quedamos un ratito acá antes de ir a la manif. Vamos a hablar un poquito de... Yo quisiera saber, bueno, felicitar a Gaby, yo no la conocía y la verdad es que me da mucho gusto. Esa mi amiga que está argentina que me dijo, vení, vamos a verla porque estoy muy ilusionada. Y la verdad es que es en español, en francés. Me parece muy interesante tu obra, así es que ya te quiero leer. Y más bien quería saber en qué consiste el taller. Si quieres eso, después hablamos. Sí. Non, juste que voilà, s'il n'y a plus de questions, si vous voulez, on peut rester là un petit moment, on peut en discuter. Je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire à mon atelier sur la littérature et l'animal. Et voilà, moi j'en profite pour vous dire que vous pouvez aussi acheter des livres de Gabriela auprès de vos super libraires de Violette & Co. Et voilà, qu'on peut se voir après la rencontre. Et du coup, la question, c'était en quoi consiste cet atelier. Nosotros en realidad hay varios por acá, formamos un taller de literatura crítica, nos dedicamos durante más de un año al terror, al gótico latinoamericano, escrito por mujeres, sobre todo, también por algunos góticos, y de ahí nos fuimos más para el terror anglosajón, ahora estamos con un taller de terror contemporáneo, y a la par de eso, empezamos a pensar en la posibilidad de hacer un seminario sobre literatura y lo animal, en donde vamos a medir una cantidad de encuentros, pueden ser 12 encuentros, un taller de seminario de 3 meses, en donde vamos a ir un poquito de la literatura a escrituras reflexivas, más filosóficas, pasajes. Ahí vamos a ver a muchos latinoamericanos, como Luz Hudson, por ejemplo, no sé si lo conoces. Algunos fragmentos que nos encantan, es un programa también abierto y siempre un poco en este eje de un taller de literatura crítica en el sentido de mezcla de seminario, pero también de taller de lectura, taller de lectura colectiva y también cierto interés por un abordaje crítico de los textos. Y bueno, después si querés te lo charlamos. No, yo solo quisiera también decirle a Gabriela... Pardon, disculpa, Ay, c'est pardon. Oui, que donc c'est un atelier, enfin il y a plusieurs membres de cet atelier qui sont présents ici, c'est un atelier de littérature critique. Ça fait un an qu'on a commencé, on a surtout parlé de la littérature gothique latino-américaine, grande majorité des femmes et puis donc quelques écrivains gothiques hommes. On s'est tourné vers la littérature anglo-saxonne et puis maintenant on est en train de parler de la littérature de terreur contemporaine. Et c'est de là qu'est venue l'idée de faire le cycle sur la littérature et l'animal. Et ça va être une douzaine de rencontres, ça va s'étaler sur 3 mois à peu près. Et puis c'est de l'écriture, et puis c'est de la philosophie, et c'est un programme qui est ouvert. Et c'est un atelier dans lequel voilà, on lit, et puis il y a cette façon aussi de faire une analyse critique des textes, et on peut en parler après la rencontre si vous voulez. Yo quisiera decirte, Gabriela, yo conocí tu obra porque te escuché en un podcast de Hablemos de Escritoras, ahí fue donde yo te conocí. Quisiera decirte que tu obra me parece poética, me parece que, no lo sé, quisiera saber si de verdad, cuál es la influencia de la poesía, porque cuando leí Las Niñas del Naranjel, me parece que en tu narrativa hay mucha poesía. Me parece que el espacio se vuelve un personaje, se vuelve muy importante. Esa fue mi interpretación. Me parece que
el espacio forma parte de esta historia. Entonces me gustaría saber cuál es la influencia de la poesía, que es lo que yo pude pues, leer, que fue mi interpretación. Entonces me gustaría decirte que me parece una obra atemporal, que me parece que hablaban de memoria, me parece que tu obra es una obra de memoria, pero para un presente, para un futuro y también para un pasado. Entonces me parece que es una memoria temporal. Entonces eso me gustaría decírtelo, me encantó mucho. Yo soy mexicana, entonces bueno, leer tu obra me encantó y eso quería decirte, por eso estoy muy contenta de conocerte. Muchas gracias. Viva México, cabrones. Viva. Gabrielle, je t'ai découvert dans un podcast qui s'appelle Hablemos Escritoras, Parlons Écrivaines. Et je voulais te dire que ton œuvre, pour moi, elle est très poétique et je voulais te demander quelle était l'influence de la poésie dans ton écriture. Je trouve qu'il y a beaucoup de poésie dans ta narration, que l'espace devient un personnage, que l'espace devient une partie des histoires que tu racontes. Et je voulais aussi te dire que voilà, je trouve que ton œuvre, elle est atemporelle, que c'est une œuvre de mémoire, mais c'est une œuvre de mémoire pour le présent, pour le futur et pour le passé, et que voilà, j'adore tout ce que tu dis. Y es como volver a lo que veníamos diciendo, a las continuidades, ¿no? ¿Por qué una prosa debiera no ser lírica? No se me ocurre. A mí, por lo menos para escribir, me interesa, me llama, me vibra en el cuerpo algo del orden de la música, una musiquita, tampoco la música hermosa, una musiquita. Y en sus mejores momentos esa musiquita me brinda algo de poesía. Y bueno, es lo que a mí me gusta. Me parece que la poesía es como el estado de la lengua y de la humanidad más precioso. Eso, no me acuerdo si había algo más que me habías dicho. ¿Quién te gustaba? ¿Alguna influencia de poeta, ¿Quién te inspira? Qué sé yo, un montón. Hoy nombramos varias veces a Juan L. Ortiz, por ejemplo. Ahora estoy realmente enamoradísima de La Bestia Ser. Y después me interesan las prosas que son líricas. Pienso en Guimarães Rosa, que hace una lírica que es una locura. Pensemos en Gran Sertón Vereda, lo que hace con la sintaxis, lo que hace con esa forma otra de hablar portugués, que no sé por qué le decimos portugués a esta altura, tenemos que decir brasilero. Pensemos en Reinaldo Arenas en El Mundo Alucinante. Lo que hace Reinaldo Arenas en El Mundo Alucinante, por Dios. Otro que si no lo leyeron, tiren todo lo que tengan y lean El Mundo Alucinante. Y no sé, podría seguir y seguir. Hay... Cuando no me encuentro, cuando no sé, cuando necesito algo bueno, leo poemas. Y a mí me rinde mucho los libros de poesía, porque compro uno y por ahí estoy leyéndolo todos los días 5 años. O sea, no sé, no leo tanta diversidad como leo intensidad, mucho. La poesía no se gasta. No es me contaste la historia, ya sé quién es el asesino, listo, se acabó. No, todo el tiempo te está alumbrando otro sentido, te está resonando en otro lado. Me gusta mucho. Estoy como loca con tu compatriota Isabel Zapata y su Ballena es un país. Es una locura ese libro, hermoso. Y bueno, son las que estoy leyendo ahora con más pasión. Y Susana Villaló. Son así. Yo no soy poliamorosa, tengo en general amor así. Le doy. Al mismo amor. Ben, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur les continuités, parce que pourquoi une prose ne devrait pas être lyrique? Je vois pas pourquoi, il n'y a pas de raison.
Et moi, pour écrire, j'ai besoin qu'il y ait cette vibration dans mon corps. Enfin, j'ai besoin qu'il y ait comme cette espèce de petite musique. Je parle pas de wow, la grande musique énorme, mais juste une petite musique qui vient et qui m'emmène cette forme de poésie. Et pour moi, enfin, la poésie, c'est l'état de la langue et de l'humanité en général le plus beau. Quelles influences j'ai? J'ai parlé de Juanel et Ortiz. Je suis fascinée par la Bestia Cell. Et aussi, ce qui m'intéresse beaucoup, ce que j'aime beaucoup, c'est la prose lyrique. Par exemple, Guimarães Rosa, qui a écrit Gran Sertón Veredas, et ce qu'il fait avec cette syntaxe en portugais, et d'ailleurs on ne devrait pas dire le portugais à ce stade-là, évidemment c'est la langue brésilienne. C'est fantastique ce qu'il écrit, et il y a aussi Reinaldo Arenas dans El Mundo Alucinante. Le Monde Hallucinant, c'est un livre, encore une fois, je ne sais pas ce que vous êtes en train de lire en ce moment, mais si vous n'avez pas lu Reinaldo Arenas, jetez tout ce que vous êtes en train de lire, il faut le lire. Et il faut continuer d'écrire des choses comme ça. Et en fait, je m'y retrouve souvent quand j'ai besoin de lire quelque chose de bien, quelque chose de vraiment bon. Alors, je lis de la poésie, et puis la poésie, ce qui est bien, c'est que j'investis, et c'est pour la durée, parce que j'achète un livre de poésie et je peux le lire pendant 5 ans, et le lire et le relire. Et en fait, la poésie, elle s'épuise pas. C'est pas ok, c'est bon, tu m'as raconté ton histoire, j'ai compris qui est l'assassin, voilà, on passe à autre chose. Non, la poésie, elle redonne du sens et du sens et du sens. Et voilà, et je suis fascinée par ta compatriote dont je parlais tout à l'heure, Isabel Zapata, qui est mexicaine. J'adore aussi Susana Villardo. En fait, moi je suis pas polyamoureuse et en lecture et en poésie non plus. En général, j'ai un amour et je donne, et je donne, et je donne, et je donne cet amour, et je m'en lasse pas. Bueno, vamos a terminar con esto. Ahí Gaby creo que no puedo evitar decir que rompe con algo reconserva, viejo, o escribís novela o escribís poesía, y si sos un novela poeta tenés que hacer novelas bien, que no pase absolutamente nada, y vos, bueno, sos lo contrario, poesía, que pasan muchas cosas, eso es hermoso. Le agradezco otra vez a Gaby, bueno, al espacio, a Anto, y bueno, y a esta instancia, a este momento bello para hablar sobre la literatura y lo animal. John Berger tenía una frase que en algún momento te debería comentar. Antes te digo que bueno que nombraste Gran Sertón Veredas, que la primera vez que nos conocimos compartimos como el libro favorito, ese libro, lo recuerdo. Pero no, Berger tiene una frase muy linda que dice: es muy común que en muchas mitologías, en muchos textos, en muchas formas literarias del arte, veamos que es el hombre el que está retratado como alguien en quien alguna vez va a poder aprender a comunicarse con los animales. Es decir, al animal que siempre se lo retrata desde la carencia, desde el no poder, desde el que no puede llorar, no puede hablar, no puede escribir, no puede responder. Berger lo da vuelta y dice: a veces es muy habitual encontrar obras, encontrar mitos en donde es el hombre el que tiene que aprender a hablar con los animales. Este taller y este espacio busca un poco ese lenguaje. Así que nada, gracias por venir, gracias Gaby, y gracias a todos. Pour terminer, Gaby, je voulais te dire que voilà, dans ton écriture, il y a quelque chose qui vient défaire l'idée désuète selon laquelle soit on écrit un roman, soit on écrit de la poésie, et si on écrit bien un roman poétique, il faut qu'il se passe rien dedans. Non, toi c'est tout le contraire, tu viens défaire tout ça, qu'il se passe des choses et qu'il s'en passe beaucoup. Et voilà, merci Gaby d'être venue ce soir, merci à ce lieu, merci à vous d'être là. Et je me souviens la première fois qu'on s'est rencontrés, on avait parlé de Gran Sertón Veredas comme de notre livre préféré à tous les deux. Et je voulais terminer avec une phrase de Berger
qui dit voilà, que dans beaucoup de mythologies, dans beaucoup de formes d'art, il est rare de trouver en fait l'idée selon laquelle c'est l'homme qui est la personne qui n'est pas capable de communiquer, et en fait on trouve rarement cette idée selon laquelle c'est l'homme qui doit apprendre à communiquer avec l'autre, avec les animaux. D'habitude c'est le contraire, c'est plutôt l'animal qui est présenté comme l'être qui ne peut pas, qui ne sait pas parler, qui a ses limitations. Voilà, donc c'est un peu le contraire qu'on cherche aussi dans mon atelier, c'est de dire qu'on va aller chercher ce langage qui permet de parler aux animaux. Perfectamente.